cours que je vous propose porte sur la notion de responsabilité. En fait, j'aimerais poser deux questions. Première question, qu'est-ce que la responsabilité? Qu'est-ce qu'être responsable? Et plus précisément, qu'est-ce qu'être responsable non seulement quand on répond de ses actes, ce qui est le sens traditionnel de la responsabilité, mais lorsqu'on répond d'un autre, lorsqu'on répond de la survie ou de la vulnérabilité d'un autre, d'un objet, d'autre chose que soi. Ce sera la première question. Et puis, la deuxième question consistera à se demander, cette fois dans un cadre qui touche à la période contemporaine, à l'époque que nous vivons, qui consistera à nous demander comment se pose la question de la responsabilité collective dans une situation où le développement de la puissance technique, le développement de la puissance technoscientifique, de notre capacité d'agir sur le monde, sur la nature, sur les autres, a pris des dimensions inédites, a changé d'échelle grâce au développement des sciences et des techniques. Donc ce sont ces deux questions que je voudrais poser, et ces deux questions vont faire l'objet des deux parties du cours. Première partie sur le concept de responsabilité. Je voudrais aborder cette notion en me référant à un livre que je crois très important sur ce sujet, qui est le livre du philosophe allemand Hans Jonas, qui porte pour titre Le principe responsabilité et qu'il a publié en 1979, donc il y a une quarantaine d'années. C'est un livre important parce que, vous le verrez, Jonas pose à la fois la question de la situation contemporaine et qu'en même temps, cela le conduit à essayer de refonder, de revisiter de façon très radicale la notion de responsabilité. Alors, 4 points dans ce premier traitement de la notion de responsabilité. Quel est le point de départ de Hans Jonas? C'est la première question que nous allons aborder. Ensuite, nous aborderons la théorie de la responsabilité elle-même, qui est l'objet du chapitre 4 de son livre et la partie philosophiquement la plus ardue, je dirais. Ensuite, nous aborderons la question de la valeur. Et puis, en 4e point, je ferai quelques commentaires critiques par rapport aux analyses de ce philosophe. Alors, premièrement, le point de départ de cette réflexion sur la responsabilité aujourd'hui. C'est un point sur lequel nous reviendrons dans la deuxième partie de ce cours, mais on est obligé de l'indiquer tout de suite pour comprendre le problème que pose Jonas. Son idée est la suivante. L'action humaine, dont l'éthique propose des règles, dont l'éthique est une régulation, que pouvons-nous faire et que ne pouvons-nous pas faire, l'action humaine, sous l'effet du développement des sciences et des techniques, a changé d'échelle. Ce que nous pouvons faire a pris des dimensions inédites. Et pour aller droit au but, l'idée de Jonas est l'idée suivante. Les transformations que nos actions modernes, contemporaines, peuvent porter sur le monde font que non seulement nous avons la puissance de modifier, de dégrader les conditions des hommes à venir, les conditions des générations futures, mais, et c'est là que la question métaphysique se pose, nous pouvons rendre difficile l'existence même d'une humanité à venir. Autrement dit, l'existence d'hommes à venir, l'existence même d'une humanité future, est devenue une question
dont nous avons à répondre. Alors, vous voyez que cette situation impose, d'une part, de construire une éthique du futur, puisque nous avons à répondre de ce qui peut arriver sous l'effet de notre action présente. Et du coup, nous avons, et c'est l'une des difficultés philosophiques de la question, nous avons à répondre des conditions d'existence et même de l'existence elle-même d'êtres qui ne sont pas encore nés. Ce qui veut dire que cette éthique ne se pose plus dans les termes de la coprésence de deux sujets dont l'un a des droits ou des devoirs à l'égard de l'autre, dans le cadre d'une réciprocité contractuelle de droits et de devoirs entre des contemporains. Et en disant que cette responsabilité ne porte pas seulement sur les conditions d'existence d'une humanité à venir, mais sur l'existence même de cette humanité, en disant que son impératif, pour reprendre les termes de Jonas, son impératif premier est que l'humanité soit, et nous avons à rendre compte de la valeur intrinsèque de l'existence d'êtres humains. Et tout l'effort philosophique de Jonas va consister à essayer de bâtir, en revisitant l'éthique et en particulier ce concept de responsabilité, à bâtir les fondements de cette obligation. Vous le voyez, deux remarques sur ce point de départ, sur cette question qui enclenche la réflexion de Jonas. Première remarque, d'une part, je l'ai dit, il y a une extension de la responsabilité parce qu'il y a une extension de la puissance. Il y a un changement d'échelle de la puissance. Ce que nous pouvons faire a atteint des dimensions beaucoup plus grandes que la puissance d'agir humaine telle qu'elle était implicitement ou explicitement supposée dans l'éthique traditionnelle. Et la rencontre entre le sujet responsable et celui à l'égard duquel il est responsable, cette rencontre n'a pas lieu dans un espace et dans un temps partagé, dans un espace et dans un temps commun. Nous pourrions dire que l'existence d'hommes à venir est l'affaire de la puissance divine, des lois de l'histoire, est l'affaire du processus du progrès qui commande l'histoire. L'hypothèse de Jonas est que l'ensemble de ces garanties ne fonctionne plus, ou en tout cas ne suffit plus, et que par conséquent c'est une question qui est entrée dans le champ de notre puissance, qui est entrée dans le champ de notre responsabilité. C'est une question qui nous regarde parce qu'elle est entrée dans le champ des conséquences de la manière dont nous agissons. Et je reviendrai sur cette extension de la puissance humaine telle qu'elle est l'effet du développement de la science et de la technique, mais c'est ma deuxième remarque. Quelques points pour situer cette réflexion de Jonas. Donc, encore une fois, le livre est paru en 1979. Pour situer cette réflexion à son époque, pourquoi dit-il qu'au fond, l'extinction de l'espèce humaine est devenue une possibilité de notre action, non pas une probabilité, mais une possibilité de notre action? Eh bien sûr, Jonas a en tête Hiroshima, il a en tête la disponibilité depuis la Deuxième Guerre mondiale d'armes de destruction massive dont précisément le potentiel est un potentiel d'extinction de l'espèce, de destruction portée à l'échelle de l'humanité. Il a en tête également, et nous aurons l'occasion d'en reparler, le développement des biotechnologies, c'est-à-dire le développement de notre capacité à transformer du vivant, à intervenir sur la mutation du vivant et par conséquent peut-être à modifier
ce qui est aux racines de l'humain. Et puis, pour prendre un dernier exemple que Jonas n'aborde pas parce qu'il est venu sur la scène plus tardivement, la question du changement climatique montre par exemple qu'en effet, notre action a aujourd'hui des effets à une échelle globale sur l'ensemble de la planète et sur un temps long, avec des processus qui auront des effets pendant des siècles. Et que du coup, cette puissance aujourd'hui est à peu près à l'échelle de ces grands phénomènes naturels qui précisément représentaient la nature comme une puissance hors de proportion de l'activité humaine. Notre puissance d'action a rejoint la puissance d'agir des phénomènes les plus considérables dont la nature est capable. Cette idée a été reprise récemment dans un beau livre de Claude Lorius autour du concept d'anthropocène, c'est-à-dire c'est l'idée que nous serions entrés dans un âge où la modification du monde est devenue un effet, ou en tout cas certains aspects de la modification du monde sont devenus un effet de l'action humaine. Voilà son point de départ. Une puissance d'action qui a changé d'échelle et qui par conséquent modifie l'extension de la notion de responsabilité et probablement oblige à reconsidérer le concept même de responsabilité. À partir de là, Jonas pose deux questions. Premièrement, qu'est-ce qu'être responsable? Et c'est à cela que je viens maintenant. Et puis ensuite, nous allons voir qu'il pousse plus loin cette réflexion puisque partant de l'idée que c'est l'existence même d'êtres humains qui est en jeu, il se pose la question de la valeur de l'existant, la valeur intrinsèque d'un être qui est. Alors, donc deuxième partie, la théorie de la responsabilité. Qu'est-ce qu'être responsable? Pour comprendre la rupture qu'introduit Jonas dans cette réflexion sur la responsabilité, il faut faire un petit retour en arrière et revenir sur la notion classique de responsabilité. Cette notion classique, telle que l'ont élaboré les philosophies du sujet de Descartes à Kant, XVIIe, XVIIIe siècle, cette philosophie, ce concept de responsabilité, cette notion de responsabilité se définit comme l'imputabilité de ces actes à un sujet présumé autonome, c'est-à-dire que la responsabilité signifie notre capacité à dire qu'un sujet est proprement l'auteur de ce qu'il a fait. Vous voyez que ce concept de responsabilité a un arrière-plan principalement juridique. Être responsable, c'est donc pouvoir être qualifié comme celui qui a agi, comme l'auteur de ces actes. Et à cette conception de la philosophie, à cette conception de la responsabilité, c'est la philosophie des Lumières, et en particulier Kant, et je vais y revenir un tout petit peu, qui a donné l'élaboration la plus complète de cette notion de responsabilité liée étroitement à la notion d'autonomie. Très grossièrement, quel est le raisonnement de Kant? Kant part de la question de la loi morale. Qu'est-ce qu'obéir à une loi morale si l'on fait l'hypothèse qu'une loi morale a la forme de l'universel, c'est-à-dire qu'elle vaut pour tous? Et en effet, pouvoir qualifier un acte sur le plan moral, c'est pouvoir dire s'il est bon ou s'il est mauvais à partir de jugements qui ont une forme universelle, c'est-à-dire à partir de jugements qui valent pour tous. La loi morale est nécessairement dans sa forme universelle. Dès lors, Kant pose l'idée suivante, obéir à une loi qui a la forme de l'universel, c'est, pour un sujet, pouvoir s'arracher à la causalité naturelle qui fait que chacun suit ses penchants et ses inclinations, est un être de nature,
est un être qui suit ses propres fins, c'est-à-dire qui vit pour son propre bonheur et pour son propre intérêt. Autrement dit, la loi morale chez Kant suppose une capacité du sujet à s'arracher, à s'affranchir de la causalité naturelle qui fait que tout être est déterminé par des causalités externes et par la recherche de son intérêt propre. S'arracher à cet égoïsme, s'arracher, renier, oublier cet égoïsme, c'est pouvoir obéir à la loi morale, et c'est à partir de là que Kant pose l'idée simple que la condition de la loi morale, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire l'autonomie du sujet. La capacité d'un sujet à obéir à une maxime qui a la forme de l'universel a pour condition notre capacité à nous arracher ou à nous affranchir de la causalité de la nature, à ne pas être simplement des êtres phénoménaux, comme dit Kant, c'est-à-dire des êtres pris dans la causalité naturelle, mais à pouvoir agir à partir de déterminations rationnelles, à partir de déterminations qui ont la forme de l'universel et qui font que nous devenons, paradoxalement, l'auteur de nos actes parce que nous pouvons nous affranchir de la causalité naturelle. Dès lors, ce que Kant construit, c'est une figure du sujet capable de s'arracher à cette causalité, et c'est ce qu'il appelle, au sens propre, l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à se donner soi-même des lois qui soient les nôtres et qui nous libèrent de la loi des phénomènes naturels. Autonomos, c'est-à-dire un sujet capable de se donner à lui-même des lois. Et vous voyez que, paradoxalement, l'idée de Kant est de dire, si je peux agir par moi-même, c'est que je peux à moi-même me donner des lois. Or, ces lois, dès lors qu'elles ont la forme de l'universel, ces lois sont posées par la raison. Autrement dit, chez Kant, ce sujet autonome est, par construction, un être de raison, c'est-à-dire un être capable d'agir selon des lois rationnelles. Donc, double postulat qui est intimement lié à la construction kantienne de la moralité, le postulat du libre arbitre, je peux m'affranchir de la causalité naturelle, et le postulat de la rationalité, je suis un être de raison capable de poser des lois universelles auxquelles il se soumet. Vous voyez donc qu'avec la notion d'être rationnel, avec la notion de sujet de raison, la loi universelle est en quelque sorte intégrée au sujet. Obéissant à cette loi universelle, je n'obéis qu'à moi-même parce que je suis un être de raison capable de placer mes maximes sur le plan de l'universel. Ce jugement est donc intérieur, le jugement moral est un jugement intérieur qui fait que je prononce une appréciation de mes actions à la lumière de règles universelles que ma raison peut énoncer. Je relève d'une législation qui n'est plus la législation de la nature, qui est la législation de la raison, et celle-ci est une législation qui, en quelque sorte, met le sujet hors nature. Et c'est cette hypothèse-là, avec la responsabilité morale, avec la capacité d'obéir à une loi morale et par conséquent d'être justiciable d'un jugement moral, je suppose des êtres humains qui sont des êtres de raison et qui, d'une certaine façon, pour partie d'eux-mêmes, n'appartiennent plus strictement à la nature, ne sont pas que des êtres de nature. Et c'est à partir de cette idée que Kant, et j'aimerais insister là-dessus, que Kant introduit la notion de règne des fins. L'être de raison est le seul être qui est à proprement parler digne de respect, c'est-à-dire, en l'occurrence l'être humain, l'être doué de raison, est le seul qui est digne de respect, c'est-à-dire qui doit, pour reprendre les termes de Kant, être traité comme fin et jamais comme moyen. Traiter un être comme moyen, c'est
nier son autonomie. Traiter un être comme fin, c'est reconnaître que lui-même est un être de raison capable de se déterminer autrement que par la causalité naturelle à partir de lois universelles. Et d'où l'idée kantienne très forte que seuls doivent être traités comme fins les êtres humains en tant qu'êtres doués de raison, en tant qu'êtres affranchis de la loi naturelle, et tout le reste, ce sont des choses qui, dans notre action, peuvent être traitées comme moyens. Et vous voyez que, et c'est un sujet sur lequel nous saurons à revenir, la démarche kantienne, la démarche des Lumières, consiste à fragmenter le monde entre des êtres de raison qui sont des êtres humains dignes de respect qu'on doit traiter comme fins, et le reste, l'ensemble de la nature, qu'il s'agisse des objets physiques, qu'il s'agisse des êtres vivants, qu'il s'agisse des êtres animaux, qui peuvent être légitimement traités comme des choses et par conséquent traités comme des moyens. Je voudrais citer un passage de la critique de la raison pratique dans lequel Kant se pose la question de l'origine du devoir, d'où vient cette notion de devoir, et il dit, je cite, « Ce ne peut être rien de moins que ce qui élève l'homme au-dessus de lui-même, comme partie du monde sensible, au-dessus de lui-même comme partie du monde sensible, ce qui le lie à un ordre de choses que l'entendement seul peut concevoir, et qui, en même temps, commande à tout le monde sensible, vous voyez, le sujet législateur, le sujet capable d'énoncer une loi, et avec lui, l'existence de l'homme dans le temps. Autrement dit, avec le devoir, nous faisons partie d'un monde, d'une législation qui n'est pas celle de la nature, mais qui peut commander à la nature, c'est-à-dire nous faire agir. Ce n'est pas autre chose que la personnalité, c'est-à-dire la liberté et l'indépendance à l'égard du mécanisme de la nature entière, je cite toujours, considérée en même temps comme un pouvoir d'un être qui est soumis à des lois spéciales, donc la personnalité, le fait que nous sommes des personnes, considérée en même temps comme un pouvoir d'un être qui est soumis à des lois spéciales, c'est-à-dire aux lois pures, pratiques, données par sa propre raison, de sorte que l'être humain, comme appartenant au monde sensible, est soumis à sa propre personnalité en tant qu'elle appartient en même temps au monde intelligible. Nous appartenons, nous, êtres de raison, nous appartenons à deux mondes. Nous sommes d'un côté des corps, d'un côté des êtres de nature, d'un côté des êtres sensibles, et à cet égard, nous appartenons à la causalité générale qui gouverne la nature. Nous sommes aussi des êtres de raison qui, par conséquent, appartiennent à ce que Kant appelle le monde intelligible, pour reprendre une terminologie platonicienne, le monde intelligible ou le monde sensible. Je cite toujours, « Il n'y a donc pas à s'étonner que l'homme, appartenant à deux mondes, ne doive considérer son propre être relativement à sa seconde et sa plus haute détermination qu'avec vénération, et les lois auxquelles il est en ce cas soumis qu'avec le plus grand respect. » Autrement dit, le respect que nous devons au sujet humain, et vous voyez que c'est les fondements de la question des droits de l'homme, le respect que nous devons au sujet humain est l'effet direct de la vénération que nous devons à ce monde intelligible où des lois rationnelles peuvent commander à la nature. Voilà très schématiquement comment est construite par un philosophe comme Kant, dans le contexte de la fin du XVIIIe siècle, la question de la responsabilité et la question de la valeur, c'est-à-dire du respect de ce qui nous impose de traiter certains êtres comme des fins et jamais comme des moyens, les êtres de raison, c'est-à-dire en définitive et pour l'essentiel, les êtres humains. Alors, deuxième point, comment Jonas critique-t-il, ou en tout cas prend-il une distance critique avec ce concept de la responsabilité? Alors, le point de départ de la réflexion de Hans Jonas consiste à dire la responsabilité doit être pensée
non pas seulement comme la responsabilité d'un sujet à l'égard de son action, à l'égard de ses actes, mais d'abord comme la responsabilité à l'égard d'un autre. Être responsable, c'est d'abord répondre d'un autre. La responsabilité est une relation qui lie la puissance à la vulnérabilité. Vous voyez qu'on change d'optique sur la notion de la responsabilité et on la traite d'abord comme un lien très spécifique, très particulier, qui est celui qui naît lorsqu'un être ayant une puissance prend sur lui-même, répond d'un autre, prend sur lui-même les conditions de la survie, de la poursuite de l'existence d'un autre plus fragile, plus vulnérable. Autrement dit, la responsabilité naît lorsqu'un être plus puissant ou ayant un pouvoir considère que l'existence de l'autre relève de son pouvoir et par conséquent prend soin de lui. La notion de responsabilité est ici sortie du solipsisme, de cette espèce d'enfermement dans l'intériorité, dans la seule intériorité du sujet, qui, dans la philosophie des Lumières et dans la tradition des philosophies du sujet, faisait que la responsabilité se jouait dans le jugement que le sujet portait lui-même sur ses propres actes. Vous voyez qu'ici, cette nouvelle approche de la responsabilité nous oblige à traiter d'une relation, d'un lien qui s'établit lorsque un sujet se porte garant, répond au sens propre, se porte garant de la survie d'un autre. Il répond au sens propre, au sens où répondre, c'est ici donner sa parole, c'est aussi prendre un engagement pour le temps qui vient. Prendre un engagement pour le temps qui vient, vous retrouvez ici l'idée cruciale chez Jonas de la construction d'une éthique du futur. Il y a responsabilité parce que je donne ma parole pour un temps qui n'est pas seulement le temps présent. Je m'engage sur ce que je serai et ce que je ferai dans le futur. Vous voyez que traiter la responsabilité dans le cadre de cette relation, dans le cadre de ce lien, c'est dire que nous avons affaire à une forme particulière du lien entre des êtres vivants. Et ce n'est pas par hasard si Jonas considère que la matrice de la responsabilité, le prototype de cette relation de responsabilité où un sujet répond d'un autre, c'est le soin parental. Le soin parental, c'est-à-dire cette évidence qui fait que des adultes, parents, auteurs de l'existence d'un autre être, devant l'évidence de sa vulnérabilité, devant l'évidence de sa dépendance, devant l'évidence qu'il ne survivrait pas sans la sollicitude d'adultes, sans la sollicitude en particulier de ses parents, devant cette évidence-là, deviennent des êtres responsables. Tout se passe comme si c'était cette situation relationnelle qui, en quelque sorte, faisait émerger la responsabilité. Je me dois de protéger, soigner, nourrir, élever ce nouveau-né dont l'existence est précaire, dont l'existence est incertaine si je ne réponds pas de lui. Et vous voyez que, partant de ce prototype, de cette forme que Jonas appelle parfois naturelle de la responsabilité, je reviendrai sur cette question, partant de là, on peut d'une part
deviner une extension sociale de la responsabilité dans toutes les pratiques de soins qui vont au-delà du soin parental, dans toutes ces pratiques de soins où d'autres adultes, et peut-être la collectivité elle-même, prend soin des êtres qui la composent, assume une responsabilité collective à l'égard de la survie ou de l'existence des êtres qui la composent. Donc, nous pouvons là commencer à envisager l'action du collectif comme relevant de cette forme de responsabilité, répondre de ceux qui composent notre communauté. Et puis à l'autre bout, si je puis dire, vous le voyez bien, on peut aller chercher, j'y reviendrai tout à l'heure, les racines de ce concept de responsabilité dans des comportements animaux, puisque le soin parental n'est pas le monopole de l'espèce humaine, puisque le soin parental, on le trouve sous des formes extraordinairement variées et passionnantes à observer et à analyser chez toute une série d'espèces, qu'il s'agisse de l'incubation des œufs, qu'il s'agisse de l'approche de nourriture, qu'il s'agisse de la construction d'endroits protégés dans lesquels les petits sont mis à l'abri des prédateurs. Bref, vous voyez là défiler ou évoquer toute une série de comportements présents dans toute une série d'espèces animales, en particulier les mammifères, mais pas seulement, les oiseaux, etc., qui relèvent du soin parental comme étant un comportement ancré, et peut-être lui-même effet de la sélection naturelle, ancré dans les comportements animaux. Alors, essayons de caractériser un peu plus avant ce lien, cette responsabilité, cette relation de responsabilité, ce qui se passe lorsque un être répond à un autre, en ayant peut-être en tête ce modèle, ce prototype, comme dit Jonas, des soins parentaux. Première caractéristique, vous le voyez, cette relation est au principe de l'éthique, ou en tout cas peut être mise au principe de l'éthique, puisque dans la relation, le sujet, celui qui est responsable, premièrement, doit avoir, je reviendrai longuement sur ce terme, une puissance, un pouvoir d'agir. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait abaissement de cette puissance puisqu'elle se met au service de l'autre. Autrement dit, nous avons bien un processus dans lequel la puissance se met au service des fins, au service des besoins d'un autre. Il y a bien, et c'est en ce sens que l'émergence de cette responsabilité peut être le noyau de l'éthique, il y a bien reniement de soi, puisqu'ici la puissance devient sollicitude. En même temps, et Jonas évoque assez peu cette question, on peut très bien se rendre compte que dans une relation asymétrique entre puissance et vulnérabilité, la puissance peut très bien devenir pouvoir, elle peut très bien devenir asservissement. Je reviendrai tout à l'heure sur cette oscillation possible entre une puissance sollicitude et une puissance asservissante. Deuxième caractéristique, cette relation est asymétrique. Elle met en jeu d'un côté la puissance, de l'autre la vulnérabilité. Il y a une sorte d'inégalité ou d'asymétrie fondatrice dans cette relation de responsabilité. Mais en même temps, il faut ajouter que cette asymétrie est réversible, elle est circonstancielle. Prenons l'exemple du soin parental. Aucun adulte n'est assez puissant pour devenir invulnérable. Lui-même a été enfant et lui-même deviendra peut-être dépendant à son tour. Et probablement faut-il penser que cette relation entre puissance et vulnérabilité se joue, se construit de manière circonstancielle et réversible sur fond de vulnérabilité partagée. Je vais y revenir dans un instant. Troisième caractéristique qu'il faut signaler, cette relation
est liée à l'existence d'un pouvoir. Elle est en quelque sorte le corrélat éthique d'un pouvoir. C'est parce qu'il y a pouvoir ou puissance, je reviendrai plus tard sur la distinction entre les deux termes, c'est parce qu'il y a pouvoir ou puissance qu'il y a responsabilité. Autrement dit, c'est simplement parce que dans le champ de ce que je peux faire, d'autres sont en jeu, que ce pouvoir donne une responsabilité. Autrement dit, la responsabilité est ce qui échoit au pouvoir ou à la puissance. Quatrième caractéristique, sur laquelle insiste beaucoup Jonas, cette relation, elle a un fondement rationnel, puisqu'elle consiste à reconnaître un être vulnérable et à constater et à agir en partant de l'idée qu'il a besoin de mon action. Mais en même temps, dit Jonas, il n'y a pas de responsabilité sans sentiment de responsabilité. Cette relation a une dimension affective, et plus précisément, pour devenir responsable, pour s'installer dans la posture de celui qui répond à un autre, il faut pouvoir être affecté. Il y a une part de réceptivité, une part de passivité dans la responsabilité. Il faut pouvoir être affecté par la vulnérabilité de l'autre. Et le terme de sollicitude que j'ai employé dit ça. L'étymologie du terme, ça veut dire qui est tout entier mis en mouvement par. La sollicitude, c'est le fait d'être tout entier, holos, quitatus, c'est-à-dire mis en mouvement par, entraîné par. Donc, une dimension de réceptivité, d'affectivité, de capacité à entendre ce que Jonas appelle la requête de l'autre. Il faut pouvoir entendre une requête, et il propose de répondre à cette question par la notion de sentiment de responsabilité. Enfin, dernière caractéristique, cette relation de responsabilité institue de l'hétéronomie. Je parlais tout à l'heure à propos de Kant de l'autonomie, de la capacité du sujet à se donner une loi. Il y a bien ici une hétéronomie, mais une hétéronomie d'un genre très particulier. Lorsque la philosophie des Lumières critique l'idée d'hétéronomie, le modèle auquel elle se réfère, c'est le modèle dans lequel la loi morale m'est imposée par une puissance qui se dit supérieure. Dieu, le texte de la loi posé par la révélation par une puissance infiniment supérieure à l'humain, le Père, la tradition, le grand autre. Et effectivement, la bataille pour l'autonomie qui est au cœur de la philosophie des Lumières est une invitation à s'affranchir de la tutelle de la loi de l'autre. Trouve ta loi en toi-même. Vous voyez que c'est au fondement d'une morale de l'autonomie, c'est au fondement d'une éducation à l'autonomie, c'est au fondement de la démocratie, puisqu'elle pose le sujet lui-même comme législateur. Ici, il y a une hétéronomie, mais d'un genre particulier, puisqu'au fond, ce qui se passe, c'est que c'est le vulnérable qui oblige le puissant. C'est une sorte d'hétéronomie inversée. Ce n'est pas le grand autre qui commande à la puissance, c'est le petit autre, en quelque sorte. On trouve une expression très belle de ce phénomène dans une des maximes que vous connaissez sûrement de l'éthique médicale, qui dit que du point de vue de l'éthique médicale, l'homme couché oblige l'homme debout. C'est précisément cette idée que la vulnérabilité est source d'une obligation. Et à partir de cette idée, je vais passer maintenant à troisième point de mon cours, la question de la valeur. Je disais que la vulnérabilité est la source de l'obligation. Je rencontre dans la sphère de mon action un être vulnérable et je me sens obligé, je me pense obligé de prendre soin de lui. Autrement dit, c'est l'autre qui m'oblige, c'est l'être qui m'oblige, dit Jonas,
Et cela ne rend pas seulement compte du phénomène éthique qui fait que dans ce cas-là, je suis conduit à oublier mon égoïsme, à agir pour l'autre, mais cela indique autre chose qui ouvre sur un problème philosophique extrêmement difficile et où Jonas est extrêmement audacieux, puisque cela suggère que la valeur soit dans l'être. Être responsable, c'est reconnaître la valeur d'un autre, la valeur d'un être qui en quelque sorte s'impose à moi. L'être qui est en face de moi, l'être qui est dans ma sphère d'action, me dit « mon être vaut ». Et donc, Jonas propose ici une objectivation de la valeur, ce qu'on pourrait appeler une ontologisation de la valeur. La vulnérabilité oblige la puissance, autrement dit, cela signifie que dans la relation de responsabilité, l'être qui est devant moi manifeste qu'il vaut. Et nous avons là une posture philosophique extrêmement radicale, puisque toute la tradition depuis Hume, il faudrait l'analyser plus en détail, mais je ne le ferai pas ici, toute la tradition depuis Hume, dans la philosophie occidentale, pose que on ne peut pas passer de l'être au devoir-être. Il y a un gouffre de l'être au devoir-être. Jamais nous n'allons trouver dans ce qui est la source de la valeur. Cette source de la valeur vient d'ailleurs, chez Kant, de la rationalité, de l'appartenance au monde de l'intelligible, etc. Ici, Jonas va contre cette grande tradition philosophique qui veut que le devoir-être ne puisse pas se déduire de l'être. Pourquoi peut-il le faire ? Parce qu'il réfléchit sur le vivant. Qu'est-ce qu'un être qui dit qu'il vaut ? Qu'est-ce qu'un être qui affirme dans son être la valeur de l'être ? Eh bien, c'est un être vivant. Être vivant, c'est affirmer la préférence de l'être sur le non-être. C'est par la vie même, par le travail même du vivant, affirmer que l'être vaut mieux que la mort, que le non-être. Autrement dit, ici, l'éthique de Jonas s'articule sur ce qui avait fait l'objet de ses travaux antérieurs, une philosophie du vivant, une philosophie de la biologie. Et cette réflexion sur ce que c'est que l'être vivant le conduit à faire l'hypothèse que la source même de toute valeur est le phénomène de la vie. Inscrit dans l'être, l'être vivant est en quelque sorte accompagné par la mortalité, non pas seulement comme terme de son existence, mais comme ce qui le menace jour après jour, comme ce qui est présent à côté de lui comme possible jour après jour dans l'exercice même de la vie, si je puis dire, et cette compagnie de la mortalité contre laquelle il y a le fait de vivre, est une affirmation de la valeur de l'être. Philosophie de la vie, Jonas considère que la racine de ce phénomène à travers lequel l'être s'affirme se trouve y compris dans les formes les plus élémentaires du vivant, et il évoque le métabolisme cellulaire. Dans le métabolisme, l'existence du vivant unicellulaire, la bactérie, l'existence du vivant
est le travail du vivant lui-même qui ne peut continuer à être qu'en échangeant avec ce qui l'entoure. Autrement dit, il fait qu'il existe, mais cette activité qui fait qu'il est ce qu'il fait est dépendante des échanges qu'il entretient avec ce qui l'entoure. Il est constamment dépendant, c'est-à-dire cette vulnérabilité est une dépendance qui tient au mécanisme même de la vie, au fait que la vie ne peut s'entretenir qu'en échangeant avec ce qui l'entoure. Et j'aimerais vous lire un texte, un beau texte qui est pris, non pas dans le principe responsabilité, mais dans un autre essai que Jonas intitule « Fardeau et bénédiction de la mortalité », un essai qui est publié dans un volume titré « Évolution et liberté » aux éditions Rivage. Et Jonas dit ceci: « Le point de départ, c'est fondamentalement que la vie dit oui à elle-même. En tenant à elle-même, elle déclare qu'elle s'estime. » Vous voyez comment, au fond, le vivant est l'expression même de la valeur qu'il s'accorde à lui-même et qu'il revendique. Mais on ne tient qu'à ce qui peut être repris, à l'organisme qui ne possède l'être que comme un prêt. Vivre, c'est ne posséder l'être que comme un prêt. Ce dernier peut être pris, et il le sera s'il ne se le réapproprie pas à chaque instant. Le métabolisme continu est une réappropriation de ce type, affirmant sans cesse la valeur de l'être contre sa retombée dans le néant. En fait, dire oui semble exiger la présence concomitante de l'alternative, concomitante et permanente de l'alternative, à laquelle il est dit non. Pour la vie, cette alternative, la mortalité, c'est dans l'aiguillon de la mort qui est sans cesse à l'attendre et qu'il faut continuellement détourner. En quelque sorte, vivre, c'est survivre. Et ce défi du non est justement ce qui suscite et renforce le oui. Et Jonas conclut ce passage par cette phrase: « Serions-nous alors autorisés à dire que la mortalité est la porte étroite, l'unique, par laquelle la valeur, à quoi s'adresse un oui, a pu pénétrer dans l'univers, par ailleurs indifférent ». Autrement dit, Jonas fait l'hypothèse que l'émergence de la vie est en même temps le surgissement de la valeur, puisque l'être vivant s'affirme comme ce qui vaut. Donc, une conception de la responsabilité comme lien, comme relation, et qui est fondée sur, de manière extraordinairement audacieuse, l'idée que la valeur se trouve dans l'être et typiquement dans l'être vivant en tant qu'il affirme qu'il vaut. Alors je vais maintenant faire 3 remarques de commentaires critiques sur cette thèse de Jonas pour ouvrir quelques espaces de discussion. Premièrement, sur cette question de la mortalité que je viens d'évoquer. Il faut sans doute distinguer plusieurs niveaux dans l'usage qu'on peut faire de cette mortalité du vivant. Et au fond, pour un vivant, il est probable que être vulnérable ne se dit pas de la même façon selon qu'on parle de tel ou tel niveau d'organisation du vivant. Premièrement, je pense que la mortalité ne se dit pas de la même façon d'une bactérie unicellulaire qui se reproduit par réplication. Et en quel sens pouvons-nous dire que la mort est présente dans ce cas-là, et d'un organisme pluricellulaire qui est issu de la génération sexuée, où là, la question de l'individuation de l'être,
doit être posée en des termes évidemment différents, puisqu'il en va de la construction d'un être à partir d'une cellule unique dans une organisation pluricellulaire, différenciée, extraordinairement complexe, et dans laquelle la question de l'individuation, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire de cet organisme qu'il est un organisme et un organisme mortel, se pose et un organisme vulnérable, se pose dans des termes différents. Il faudrait aller plus loin dans cette piste. D'autre part, toujours sur cette question de la mortalité et de la vulnérabilité, vous voyez que, au fond, cette vulnérabilité ne peut pas se dire de la même façon d'un être autotrophe, comme on dit en biologie, c'est-à-dire, disons, grosso modo, des végétaux qui produisent eux-mêmes la matière vivante dont ils se composent à partir de l'eau, du gaz carbonique et de l'énergie solaire, et des êtres qu'on appelle hétérotrophes, c'est-à-dire là aussi, disons, en gros les animaux, c'est-à-dire des êtres qui, pour reconstituer la matière vivante qui les compose, sont obligés de consommer de la matière vivante déjà existante. Nous avons avec l'hétérotrophie, et nous sommes hétérotrophes, nous avons avec l'hétérotrophie un phénomène nouveau qui apparaît, qui fait que la survie de l'un dépend de la mort de l'autre, et que cette question ne peut pas ne pas se poser dans la chaîne du vivant, c'est-à-dire dans une approche de la dépendance qui intègre cette fois des interactions globales qui font partie du monde vivant dans son ensemble. La question de la mortalité se pose autrement dès lors que on a vu ici, dans le cadre de l'hétérotrophie, par exemple, que la survie des uns dépend de la mort des autres. Et puis, enfin, troisième remarque sur cette question de la mortalité, nous savons aujourd'hui que la mort cellulaire est une condition, est un acteur de la formation d'un organisme vivant, qu'elle y participe quotidiennement, comme ce qui assure la continuité et l'individuation de l'organisme complexe. Et qu'à l'inverse, dans certains cas, la prolifération cellulaire, c'est-à-dire la panne du suicide cellulaire, comme on dit, la prolifération cellulaire peut à son tour entraîner la mort de l'organisme. Autrement dit, la mortalité travaille à l'intérieur de l'organisme vivant comme condition de sa continuité dans l'être. Donc il faudrait revenir sur une définition plus précise de ce que c'est qu'être vulnérable, de qui peut-on dire et comment qu'il est vulnérable. Deuxième remarque, la question de la puissance. J'ai dit tout à l'heure que Jonas mettait l'accent sur la puissance comme condition de la responsabilité. La responsabilité est en quelque sorte le corrélat de la puissance. Et il parle peu, je l'ai indiqué tout à l'heure, de ce que dans ce rapport entre la puissance et la vulnérabilité, il y a évidemment une oscillation possible entre l'exercice d'une maîtrise asservissante et l'exercice d'une sollicitude qui répond aux attentes de l'autre. Autrement dit, l'exercice de cette puissance peut basculer de la domination à la responsabilité, et d'une certaine façon, nous verrons que tout exercice de la puissance mélange quelque part maîtrise, asservissement et sollicitude. Mais je voudrais faire la remarque suivante. Même si le puissant, quand il met l'autre à son service, l'asservit, c'est la dialectique du maître et de l'esclave, marque par là
qu'il est dépendant du service que lui rend l'autre. Autrement dit, nous avons ici un jeu du service et de la puissance qu'on retrouve dans notre langue, dans nos langues. Savez-vous que la racine indo-européenne est la même pour toute la famille de mots qu'on trouve dans le latin servare, conserver, préserver, assurer la protection de quelque chose, soigner, et la même racine, la même origine a donné servire, être au service de quelqu'un, servus, être esclave. Autrement dit, le même mot, la même racine, désigne cette oscillation entre maîtrise et sollicitude. Et nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque nous parlerons de la question du service et de ce qui, dans le soin, relève de la maîtrise et de la sollicitude. Troisième et dernière remarque, j'aimerais revenir sur ce qui se passe lorsqu'un sujet, disons le puissant, prend soin de l'autre en reconnaissant sa vulnérabilité. Jonas, à ce point, et c'est sans doute une des faiblesses de sa construction, réintroduit le libre arbitre. Le libre arbitre avait été exclu dans la critique qu'il faisait de la conception kantienne de l'autonomie. En même temps, à un moment donné, le libre arbitre est réintroduit et conduit Jonas à dire qu'au fond, seul l'homme peut être responsable parce que seul l'homme peut être libre et qu'il est libre parce qu'à un moment donné, néanmoins, il choisit d'être responsable plutôt que d'asservir. Il choisit d'être du côté de la sollicitude, de la responsabilité, plutôt que du côté de l'exercice brutal de la puissance. Or, il y a un phénomène qui dit ça. Il y a un phénomène qui dit cela et qui est aujourd'hui analysé de façon passionnante par les neurosciences et les sciences cognitives. C'est le phénomène de l'empathie. Darwin, dans ce beau livre moins connu que l'origine des espèces qui s'appelle La filiation de l'homme, où il essaye de reconstituer une sorte de généalogie des comportements humains en observant des comportements animaux, dans un passage, fait l'hypothèse que les comportements moraux peuvent se retrouver, ou en tout cas peuvent se retrouver sous des formes propres à d'autres espèces, dans des comportements animaux, et il évoque ici la sympathie, c'est-à-dire toute une série de comportements animaux dans lesquels certains individus montrent qu'ils prennent en compte la survie des autres, qu'ils prennent en compte la survie de leur groupe, de leur communauté ou de leurs petits. Et c'est là que Darwin analyse la question des soins parentaux chez les animaux. Donc l'idée est déjà chez Darwin. Mais aujourd'hui, les sciences cognitives et les neurosciences abordent cette question de l'empathie d'une façon qui est extraordinairement intéressante. L'empathie repose sur la résonance motrice, c'est-à-dire sur le fait que les mêmes régions cérébrales s'activent lorsque je fais un geste et lorsque je vois quelqu'un d'autre le faire. L'empathie repose aussi sur la contagion émotionnelle, c'est-à-dire le fait que l'émotion observée chez un autre peut très bien m'envahir. Mais l'empathie a, troisièmement, pour condition que devant la résonance motrice et devant la contagion émotionnelle, néanmoins, je distingue clairement ce qui relève de moi et ce qui relève de l'autre. Autrement dit, dans l'empathie, je partage la vulnérabilité de l'autre en la posant en même temps comme celle de l'autre. Si j'étais envahi par la contagion émotionnelle, il y aurait une espèce de phénomène fusionnel qui se produirait, et la frontière, la distinction entre l'identité des sujets, des deux sujets, risquerait de fondre, risquerait de s'épanouir. Pour qu'il y ait comportement empathique, il faut qu'à la fois ce partage de la vulnérabilité sous forme de contagion émotionnelle se produise, et qu'en même temps, je me pose comme un autre
qui n'éprouve pas de la même manière la souffrance qu'éprouve l'autre. Autrement dit, dans l'empathie, on trouve ce phénomène qui, me semble-t-il, est fondamental et que j'évoquais tout à l'heure par allusion, qui est qu'il y a bien un puissant et un vulnérable, que cette relation s'institue sur fond de vulnérabilité commune. Nous avons quelque chose en commun, nous partageons une vulnérabilité commune et je suis capable d'éprouver quelque chose qui est l'écho de ta souffrance quand tu souffres, et en même temps, je peux agir d'une manière empathique, je peux prendre sur moi ce que sont les fins de l'autre lorsqu'il souffre et lorsqu'il a besoin de moi. Autrement dit, dans l'empathie, vous trouvez à la fois cette vulnérabilité commune, ce partage qui est sans doute le propre du vivant, c'est-à-dire je reconnais l'autre comme un être vivant, vulnérable, et donc cette valeur que je partage devient une valeur commune, et en même temps je peux agir, c'est-à-dire je peux oublier mon égoïsme, je peux faire opérer ce reniement de soi qui est au fondement de l'éthique, et qui fait que je peux prendre en charge la survie de l'autre. Autrement dit, il y a de la puissance et de la vulnérabilité, mais sur fond d'une vulnérabilité partagée, et cela, le phénomène de l'empathie le dit.